Je suis interne en huitième semestre en santé publique et médecine sociale et actuellement je travaille à l'équipe mobile psychiatrie précarité Mars qui fait partie du service. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des contraintes et alternatives à la contrainte, qui est un sujet qui nous concerne tous dans nos pratiques professionnelles de tous les jours et qui peut nous évoquer un tas des choses. Et il s'agit donc d'un concept complexe qui varie en fonction des époques, aussi bien dans la manière dont la contrainte est appliquée en psychiatrie que dans les objectifs de son utilisation, car souvent elle a été utilisée comme mesure de protection du malade et de la société ou comme mesure répressive et discriminatoire ou comme outil de soins et qui implique différents donc, niveaux de réflexion dont on va discuter, à niveau éthique, à niveau scientifique, à niveau clinique et à niveau individuel. Concernant sa définition, donc, voici la définition qui a été choisie par les groupes de travail sur la contrainte de l'Association mondiale de la psychiatrie et qui correspond à la définition de l'Académie suisse des sciences médicales. Donc, les recours à la contrainte désignent l'application d'une mesure médicale en dépit du fait que la personne concernée manifeste ou a manifesté par le passé son désaccord par l'expression de sa volonté ou par la résistance. Et dans la littérature, on retrouve souvent une distinction entre trois types de contraintes. Une contrainte formelle, une contrainte informelle et une contrainte subjective. Donc, la contrainte formelle comprend l'admission non volontaire, donc les hospitalisations décidées contre la volonté du patient, l'isolement et la contention, donc l'isolement et l'enfermement d'une personne seule dans une pièce donc, dont elle ne peut pas sortir par ses propres moyens, et la contention, donc la restriction des mouvements du patient par des soignants ou par un artefact mécanique, et la médication forcée. Donc l'administration d'un traitement oral ou injectable sans le consentement du patient. En revanche, il existe aussi donc dans la littérature les concepts de contraintes informelles qui renvoient à tout ce qui est persuasion, pression, menace des sanctions, donc toute influence sur les patients, toute influence qu'on peut mettre sur un patient pour essayer de les convaincre d'une prise en charge. Et pour finir, il y a la contrainte subjective qui renvoie tous les ressentis des patients, mais aussi des soignants et des proches dans des situations de contrainte. Et cette perception subjective peut sensiblement différer des événements objectifs. Et il y a même des groupes d'usagers qui ont créé des échelles de contraintes subjectives qui se positionneraient donc sur un continuum des actions plus contraignantes ou des actions moins contraignantes. Un petit rappel historique sur la contrainte en psychiatrie en France pour ne pas oublier qu'il faut attendre les 1990 pour avoir une loi relative au droit et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux, avec donc la loi qui prévoit les 2 mois d'hospitalisation sans consentement qu'on connaît aujourd'hui et qui se substitue à la loi Esquiron qui datait donc de 1838 sur les aliénés. Et que pour la première fois, donc en 1990, on légalise les sorties d'essai, les sorties d'hospitalisation d'essai et l'hospitalisation libre. Et cette loi de 1990 a été substituée par une loi de 2011 et qui est importante parce qu'elle sort la contrainte de l'hôpital, donc avec la création des programmes de soins ambulatoires, et elle met en place un contrôle systématique des hospitalisations par les juges des libertés et de la détention, qui a les rôles de garantir les droits fondamentaux des personnes en soins sans consentement. D'un point de vue juridique, tout usage de la contrainte constitue une atteinte aux droits fondamentaux d'égalité inscrits dans la Constitution et les consentements aux soins, depuis notamment la loi du 4 mars 2002, une condition indispensable à toute prise en charge thérapeutique. C'est un article du Code de la santé publique. Et donc, depuis la loi Kouchner, le principe du respect du consentement éclairé est au cœur des relations des soins, afin de respecter l'autonomie des patients. En revanche, quand l'usage de la contrainte est nécessaire pour prendre en charge des patients qui n'ont pas des capacités de discernement, donc on doit respecter les cadres des dispositions juridiques et au droit en vigueur et surtout on doit avoir une justification éthique
pour l'utilisation de la contrainte. Et cette justification éthique a apporté un niveau historique par le rapport Belmont, qui a été rédigé aux États-Unis en 1979 et qui, pour la première fois, introduit les concepts de protection plus que de contraintes. Donc, il théorise un peu la nécessité de rechercher un équilibre entre l'autonomie du patient et la protection de sa vulnérabilité. Juste un mot sur la capacité de discernement, qui est du coup une notion juridique qui est inscrite dans le code civil et qui doit être évaluée par rapport à une situation précise et non pas du coup par rapport à un diagnostic, donc sur une situation précise à un moment précis. Il y a beaucoup de textes en français international qui réglementent et qui posent les limites de la contrainte en psychiatrie, notamment en France. C'est que nous, notamment les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais aussi des recommandations du Conseil de l'Europe, des rapports de l'Association de prévention de la torture, des rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et aussi un texte très important est la Convention internationale des droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui est une convention internationale signée par 164 pays et qui a comme but de promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec handicap de tout genre. Je vais donc maintenant parler plus des contraintes formelles et donc des soins sans consentement qui constituent, donc, comme on l'a dit, une dérogation au principe de consentement aux soins imposés par la loi Kouchner. Et il faut savoir qu'en France, la psychiatrie est la seule discipline médicale qui peut dispenser des soins sans le consentement de la personne. Et donc, ces soins sont encadrés par la loi de 2011 que je vous ai cité tout à l'heure. À niveau de la littérature, donc la France se positionne comme 6e pays sur 22 pour les taux d'hospitalisation sous contrainte, avec une tendance à l'augmentation globalement. Donc, il y a une très grande variabilité, donc des disparités immenses entre les pays. Ici, dans ces graphiques, on voit par exemple l'Autriche avec 282 hospitalisations sous contrainte pour 100 000 habitants, donc les taux les plus hauts de cette poule de pays qui sont représentés, et l'Italie avec les taux les plus bas, avec 14,5 hospitalisations sous contrainte pour 100 000 habitants. Donc, des très grandes disparités entre les pays qui sont également retrouvées en France. Ici, les données de Magali Kodefi, qui travaille spécifiquement sur les sujets et qui démontre qu'il y a des disparités des taux de recours aux soins sans consentement extrêmement importantes en France, avec un taux national de 153 pour 100 000 habitants. Mais ces taux varient d'un rapport de 1 à 4 entre les départements. Donc, des départements où les soins sans consentement sont beaucoup supérieurs à d'autres départements. Et ceci est vrai aussi, et même c'est encore plus marqué pour les recours à l'isolement. Car, comme on les voit sur cette carte, une mise à l'isolement concerne moins, à niveau national, concerne moins d'un patient sur 10 dans certains départements, mais ça peut concerner jusqu'à un patient sur 2 dans 9 autres départements qui sont en bleu foncé ici. Donc, des disparités extrêmement importantes à travers les départements à niveau national. Et à niveau international, une étude de 2017 compare donc les taux, le recours à la contention mécanique dans 4 pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Japon. Et il remarque des variations dans les recours donc, à cette pratique extrêmement importante, avec un taux
taux de 0,03 contagions mécaniques par million d'habitants et par jour en Nouvelle-Zélande. Et ces taux arrivent à 98,9 au Japon, donc plus de 3000 fois plus. Et ce qui est difficilement explicable probablement par la psychopathologie, mais plus, et qui nous démontre qu'il y aurait une marge de réduction donc, de ce type de pratiques dans certains pays. Concernant l'impact des mesures de contrainte, d'un point de vue clinique, et ce qui nous intéresse tout particulièrement, les mesures coercitives peuvent être considérées parfois comme la première phase d'un traitement qui, dans un second temps, sera mieux adapté par un patient soulagé de ses symptômes. Donc, une attitude qui est parfois dans la littérature appelée « thank you theory », comme un outil qui permet d'initier ou de réinitier un traitement, ou comme un traitement en soi, ou parfois comme un facteur qui compromet principalement la confiance des patients et de leurs soignants et de leur adhésion ultérieure à un traitement. Donc, dans la littérature, ce qui est important, donc je voulais donc regarder dans la littérature ce qu'il y en a de preuves de l'efficacité donc, des mesures de contrainte. Et il n'y en a pas. Donc, à ces jours, il n'y a pas de preuves d'efficacité thérapeutique. Il y a aussi peu de données, avec un seul essai randomisé où on retrouve un taux de réadmission identique et qui donc n'est pas en faveur des programmes de soins sous contrainte. Ce qui est par contre très massif, et il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est les impacts négatifs de la contrainte, avec des symptômes de stress post-traumatique chez 11 à 52% des patients selon les études. Et cette incidence du syndrome de stress post-traumatique est particulièrement importante chez les personnes qui ont subi des traumatismes dans le passé, donc des violences familiales, des agressions sexuelles ou d'autres abus, et qui donc seraient plus particulièrement vulnérables aux pratiques coercitives de la psychiatrie. Et certains articles pointent les doigts aussi sur l'effet que les hospitalisations sous contrainte peuvent être un facteur qui aggrave donc la symptomatologie psychotique de certains patients. Et il y a aussi des données qui témoignent du fait que si qu'il y a un nombre plus important d'hospitalisations sous contrainte, si la première hospitalisation d'un patient a été sur ces modes. Donc, une première hospitalisation sous contrainte instaurerait une méfiance vis-à-vis des soins qui persévèrent tout au long de la prise en charge de cette personne. Concernant l'isolement et la contention, il n'y a également pas de preuves d'efficacité thérapeutique, avec une seule étude randomisée qui ne compare par contre pas un groupe contrôle, mais qui compare l'isolement versus la contention. Et en revanche, il y a aussi dans la littérature énormément des données sur les impacts négatifs et des impacts somatiques également, mais aussi psychologiques, qui ont été répertoriés dans de nombreuses recherches également qualitatives. Un indicateur qui me semblait intéressant, c'était le jugement rétrospectif que les personnes portent sur les hospitalisations sous contrainte qu'ils ont subi. Dans cette étude donc, de 2010, on demandait aux patients hospitalisés sous contrainte un mois après la sortie d'hospitalisation et 3 mois après, si leur hospitalisation avait été justifiée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays où les personnes justifient de façon plus massive la contrainte qu'ils ont subie, donc ils jugent qu'ils ont été hospitalisés à raison, sont aussi les pays où il y a moins d'hospitalisation sous contrainte. Donc, la contrainte pose des gros problèmes donc, sur le plan des droits, parce que c'est une atteinte aux droits fondamentaux et qui sont donc qui font l'objet donc des alertes du contrôleur général de lieu de privation de liberté de la Convention
des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées, mais également, et c'est ce qui m'intéressait de voir sur les plans des soins, car il n'y a pas de preuves à ce jour de l'impact positif qu'elle pourrait avoir. Et il y a plutôt des données qui supportent l'impact délétère de ces types de pratiques avec des conséquences physiques et psychologiques et du développement des stress post-traumatiques. Donc, c'est pour cela qu'il y a une vraie volonté, je pense, de la psychiatrie de sortir de ces pratiques de contraintes. C'est si important du coup, dans plusieurs domaines, le respect des droits humains, la qualité des soins, donc des accompagnements, l'accès aux soins et aussi de la représentation que la psychiatrie et la santé mentale ont au niveau de la société. Alors, et donc, je vous parlais tout à l'heure du groupe de travail, les task force, sur la contrainte de l'Association mondiale de psychiatrie, qui donc qui préconise donc un certain nombre de mesures et qui met en évidence comme premier élément pour sortir des pratiques des contraintes, la volonté de prévenir et de réduire la contrainte et la nécessité d'avoir des équipes suffisantes en quantité de personnel et en qualité, donc non seulement la quantité, mais aussi la formation et la supervision des équipes. La présence d'environnements de qualité, donc sensibles au trauma, qui soient accueillants, ouverts et qui proposent des opportunités, des activités, et une participation maximale des usagers de leurs proches, une bonne communication avec l'équipe et des retours réflexifs au service, la promotion des bonnes pratiques avec une attention à toutes les étapes, non seulement au moment du soin, mais au moment de la prévention, de l'intervention précoce et de la continuité des soins. Et ce qui est aussi important, c'est d'utiliser des ressources claires à identifier pour la prise de décision en cas de soins sous contrainte, comme les recommandations de l'HAS qui datent un peu parce qu'elle date de 2005, mais qui donnent des indications sur les modalités de prise de décision concernant l'instauration des mesures de contrainte, mais aussi des protocoles ad hoc et qui peuvent être réfléchis en équipe, en amont et de façon collégiale. Il y a aussi des avis qui ont été émis par les comités consultatifs nationaux d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et qui sont intéressants à consulter. Il y en a un qui date de 2005 et un qui date de 2021. Et il ne faut pas oublier qu'un comité d'éthique de psychiatrie à la PHM qu'on peut donc consulter dans les cas d'extrême dilemme éthique. Quelles alternatives donc à la contrainte? Les seules interventions qui ont pour le moment démontré leur efficacité sont les directives anticipées en psychiatrie, qui réduisent efficacement les hospitalisations sous contrainte, comme vous les voyez dans cet article, cette méta-analyse, et qui peuvent être instaurés par des pères aidants, comme on a l'expérience à Marseille. Mais aussi d'autres équipes mobiles de crise qui permettent des soins intensifs dans les milieux de vie habituels. Et à Marseille, on a par exemple les cas des ULIS et des alternatives à l'hospitalisation, comme le lieu de répit à Marseille, qui peuvent aussi fournir des alternatives à l'hospitalisation qui augmentent l'accessibilité aux soins des patients qui sont réfractaires à se faire soigner. Merci de votre attention.